Touba, je suis journaliste multimédia à la base et ingénieure d'éducation aux nouveaux médias et blogueuse dans les TIC. C'est vrai que de ce côté-là, je fais plus dans le micro-blogging de plus en plus parce que le blogging, proprement dit, il n'y a pas beaucoup de temps pour moi de le faire. Et qu'est-ce que je dirais de plus? Il y a tellement à dire que je n'arrive pas à résumer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au-delà de mon travail quotidien, je suis enseignante à l'ISTIC. Je suis également cadre dans une administration publique. Je suis, au-delà de cela, titulaire d'un certain nombre de prix dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, en rapport avec les médias, mais en rapport également avec les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Également, je compte en ce moment plus d'une quinzaine de titres, que ce soit en termes de concours remportés, en termes de titres honorifiques ou en termes de prix collectifs et individuels. Donc je vais m'arrêter là, je crois qu'au cours des échanges, on pourra plus élaborer. Bonjour à tous, Céline Victoria Fosso, fondatrice et directrice de Joanda & Co, qui est la société qui édite le site Joanda Magazine. Également, plus récemment, le Club Bandastic, qui est une plateforme de commerce et marque de qualité. Et mamimouna.com, qui est également une plateforme réunissant la communauté des mamans africaines modernes. Donc voilà, et tout récemment, maman. Je résume ça. Bonjour. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs qui m'ont invité aux échanges de ce matin. Je suis Jean-Paul Tchambou, expert en communication, diplômé de l'ESTIC, fondateur de la maison de production In and Out, qui édite les programmes carrière et stratégie. Ça fait bizarre de se retrouver autour de 3 femmes tout seules. En même temps, c'est un grand honneur de les côtoyer, des gens que je connais de nom. J'espère que tous ensemble, nous passerons de bons moments de partage, d'apprentissage. D'accord. Donc on remercie nos différents panélistes de nous d'avoir renouvelé de leur présence. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Léa de Nana. Je vais modérer ce panel et je suis une des co-organisatrices de l'événement avec Ségolène qui doit être dans les parages. Donc le thème donc, de cette première conférence du jour porte sur percer dans l'univers des médias au Cameroun. Toutes les personnes qui sont là autour de nous, comme vous avez pu le voir, on peut dire percer donc, dans l'univers des médias au Cameroun. Dorothée qui, comme vous l'a dit, a un long parcours avec énormément de prix. Céline qui s'est imposée avec sa plateforme sur les nouveaux médias, notamment sur Internet, avec toute la poussée des réseaux sociaux et des sites Internet qu'il y a aujourd'hui. Elle a été parmi les personnes qui ont lancé un peu le mouvement. Et Jean-Paul qui relève entre guillemets le défi du contenu, du moins du contenu de qualité dans l'univers des médias au Cameroun. Donc ma première question, ce sera à Jean-Paul, notamment quels ont été les obstacles qu'il a rencontrés quand il a débuté cette aventure de In and Out. Merci. J'ai été obligé de créer In and Out parce que c'est difficile de fonctionner en tant qu'entrepreneur individuel. In and Out, c'est juste l'entreprise qui porte les idées qui déjà bruissaient en moi il y a une vingtaine d'années. En fait, mon entrée dans l'univers de la production des médias est accélérée autour des années 1992. Il y a certainement beaucoup d'entre vous qui n'étaient même pas nés. J'étais en terminale et nous préparions le bac. On était à environ 2 semaines du bac.
je vais faire un tour au lycée DDA, et je me rends compte que la plupart de mes camarades de classe n'ont pas une idée nette de ce qu'ils feront ou de ce qu'ils feraient après le bac. Et moi, je suis interpellé. À l'époque, je sais que je serais soit journaliste, soit diplomate. Mais je pose la question autour de moi, qu'est-ce que tu vas faire après le bac? J'attends d'en discuter avec mon père. Qu'est-ce que tu vas faire après le bac? J'attends de voir mon nom. Et ça m'interpelle. Et ce jour-là, on est un dimanche, me vient l'idée d'écrire un programme qui s'appelle Carrefour Métier. Et ce programme avait pour ambition d'orienter les jeunes Camerounais vers la professionnalisation. L'idée était que dès la classe de seconde, qu'on puisse savoir le type de formation qu'on devrait faire après le bac. Donc, j'écris Carrefour Métier. Au fil de mes années d'université, je me rends compte que la problématique est la même, elle demeure, mais elle est plus grave parce que dans les années 94, on a le règne des Femmes, on a le football qui se développe et de moins en moins les Camerounais croient au travail, à la persévérance, et je suis interpellé parce que si on commence à valoriser l'argent, le football au détriment de l'école, de la formation, de l'éducation, quel est le Cameroun qu'on veut construire? Et donc j'affine et j'écris carrière. Carrefour Métier se transforme en carrière parce qu'il y a une problématique de coaching et une problématique de repère. Je dépose dans un coin, je commence à travailler après les sticks et je continue à réfléchir à mon projet parce que ça me prend dans les tripes. Mais tout va s'accélérer en fin 2011. Je suis en train de préparer un film pour Tradex où j'étais responsable de la communication. Je rencontre un réalisateur avec qui, Guy Roland est là, avec qui j'échange autour du projet Carrière. Et qui me dit, Guinness Cameroun est à la recherche d'un concept qui ressemble au tien. Guinness était en train de lancer la campagne Keep Walking, continuer de marcher, de travailler. Et il se trouve que le brand manager de Diageo en ce moment est Rames Folifak, un jeune que j'ai été son premier employeur à Yaoundé. Et donc je discute avec lui et il me dit ça nous intéresse. Est-ce que tu peux commencer à produire? Les choses commencent à s'accélérer. En septembre, je suis obligé de créer la boîte parce que pour discuter avec Guinness, il faut une entreprise. Et c'est comme ça qu'en février 2012, nous lançons Carrière. Les difficultés, c'était ça la question. Je veux dire que quand vous êtes pris par les tripes, quand ce que vous faites au quotidien vous rend heureux, les difficultés, même quand elles existent, vous avez la force de les surmonter. Dans mon cas, quelle aurait pu être la difficulté d'ordre financier? Mais elle ne s'est pas posée simplement parce que, comme je vous l'explique, l'idée était déjà achetée par Guinness Cameroun. Et donc, ça m'amène à dire que la première richesse d'un concept, d'une innovation, c'est d'abord l'idée. Qu'est-ce qu'elle vaut? Quelle est sa plus-value? Peut-être qu'on aura le temps de revenir dessus. D'accord. Alors Céline, toi qui tu as lancé ton magazine du mandat à un moment où, en tout cas, les plateformes, voilà, il n'y avait rien, les plateformes, même sur Internet, on mettait 3 heures pour une page. Donc, comment est-ce que tu as fait pour tenir le coup et croire en ton projet malgré ces difficultés réelles? Je rigole parce que encore, je crois hier ou avant-hier, je repensais justement, j'aurais peut-être pas dû nommer cet opérateur, mais à l'époque c'était Ringo. Et j'appuyais pour ouvrir une page et je faisais autre chose. Je devais faire autre chose pour le temps que ça ouvre. Donc c'est dire qu'on a heureusement parcouru beaucoup de chemin. La difficulté, effectivement, quand je vendais un magazine en 2010, c'est tout simplement ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire Internet est encore un univers très brumeux. Les réseaux sociaux, Facebook et autres, n'en parlons même pas, c'est-à-dire pas pris au sérieux, peut-être quelques inscrits effectivement, mais pas pris au sérieux, très peu d'entreprises. Je me rappelle encore un petit, il y avait 200 fans quand je vais à eux leur dire mais faut être sur les réseaux sociaux. Donc la difficulté, c'est créer quelque chose dans un univers où on ne comprend pas encore ce que vous faites. La technologie aussi ne suit pas forcément.
Vous êtes un peu dans un moment où vous devez évangéliser en fait et leur faire comprendre que c'est l'avenir. Donc il y a d'abord ça, c'est-à-dire vraiment effectivement un scepticisme. Et ça, ce n'est que le temps. C'est-à-dire que vous lancez quelque chose quand vous êtes pionnier dans un domaine ou avant-gardiste sur un secteur ou un produit, c'est le temps. C'est-à-dire qu'il faut avoir la patience de se dire que si vous croyez dans votre projet, ce n'est que le temps qui prouvera que vous avez raison d'y croire. Donc la première difficulté, je dirais, voilà, ça a été d'abord d'être patiente, de se dire, ok, en attendant que ça prenne, il faut bien quand même continuer à prouver et justement attendre entre guillemets que ça prenne. Après, il y a effectivement, au-delà du secteur, il y a des difficultés au niveau de la ressource humaine. À un moment donné, quand on a un média qui est dans le divertissement, etc., certes, vous avez des journalistes qui existent, et bien évidemment au Cameroun, mais pas toujours tant que ça spécialisé dans le web, en tout cas à l'époque où je crée. Et encore moins dans tout ce qui est divertissement. C'est-à-dire, il n'était pas question à l'époque qu'un jeune soit journaliste en se disant qu'il peut communiquer sur uniquement la musique, la mode, etc. Donc ça, en plus, il fallait trouver des personnes qui soient dans ce secteur-là et web. Donc il y a une difficulté toujours présente. C'est une difficulté qui existe toujours au niveau de la ressource humaine, c'est pas évident. Ça tend à s'améliorer parce que de plus en plus les gens commencent à utiliser Internet de façon très naturelle. Mais c'est quand même toujours un problème. Parce qu'utiliser Internet en faisant des statuts, des machins, c'est pas professionnel. Donc vraiment, j'entends par là savoir utiliser Internet professionnellement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Après, financier, oui, quelque part, pas forcément pour créer, parce que finalement, la connexion, acheter un nom de domaine, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué lorsqu'on sait un peu écrire et qu'on sait manipuler un peu l'outil. Mais forcément, à un moment donné, et très tôt, je me suis dit, bon, c'est bien gentil vos affaires d'Internet là, j'adore ça, mais l'argent sort comment de cette affaire? Parce qu'à un moment donné, voilà, c'est qu'on était aussi vus comme des gens passionnés, certes on l'est, mais mon but était bel et bien de gagner ma vie à travers ce domaine-là, puisque d'autres le font ailleurs. Donc le troisième volet, effectivement, serait financier. Et ça, encore une fois, c'est le temps, l'imagination. À un moment donné, il m'est arrivé de considérer, ça j'en avais discuté avec toi, l'éventualité d'une version papier, l'éventualité d'une émission télé, enfin tout un tas de choses que je me disais peut-être en attendant que ça prenne, peut-être qu'il faut que j'aille sur des supports un peu plus on va dire utilisés, plus communs, que les gens comprennent mieux. La conclusion pour moi a été non, après une longue année d'études de marché et tout ça, parce que finalement ça revenait plus cher que d'attendre que ça prenne. Parce que l'impression, je vous apprends rien, ça coûte cher. Imprimer, ça coûte cher. Donc finalement, c'était plus intéressant d'attendre. Mais en tout cas, de pouvoir proposer des actions qui de temps à autre pourraient engranger des revenus. À l'heure actuelle, on peut dire qu'on n'est pas encore dans une courbe très stable, c'est encore un peu en pic, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de stabilisé, mais aujourd'hui, on peut dire, en 2007, on a fait plus de 15 millions de pages visitées, donc ça commence à être très très intéressant pour les annonceurs. Et ça, on commence à vraiment pouvoir le valoriser auprès des annonceurs, parce que comme je ne l'ai peut-être pas dit, mais effectivement, le modèle économique d'un média, finalement, quel qu'il soit, et le nôtre n'y échappe pas, c'est la publicité en premier. La plupart, on va dire c'est la voie la plus facile, entre guillemets. Donc, et nous sommes encore dans cette logique. On est passé en SARL en 2015. J'ai commencé un recrutement en 2016. Donc on est en structuration, une structuration que j'ai commencée depuis, on va dire, 2012-2013. Donc 2 ans environ après la création un peu spontanée du projet. Et on continue à être dans ce... J'attends seulement le jour où l'argent va tomber fort, parce qu'il viendra aussi. C'est ça au moins qu'on sait, c'est qu'Internet, forcément, c'est une question de temps. Donc voilà un peu les difficultés qu'on a rencontrées, qu'on rencontre jusqu'à aujourd'hui. D'accord.
Alors, Dorothée Céline a parlé de la ressource humaine. Toi, tu es professeur à l'ESTIC. Quelles sont les difficultés aujourd'hui qu'il y a pour les jeunes journalistes? Est-ce qu'ils ont des problèmes à s'adapter à l'environnement, des nouveaux médias avec Internet? Est-ce que la formation finalement qui est donnée à l'ESTIC, qui reste la principale école de formation de journalisme au Cameroun, est réellement adaptée à toutes les fluctuations et toutes les nouveautés qu'il y a aujourd'hui? Je vois que Jean-Paul est passé par l'ESTIC, peut-être qu'il a également une idée là-dessus, mais au final, est-ce que ça permet vraiment aux étudiants qui passent par là de, comme on dit, percer dans l'univers des médias au Cameroun? Ok, je crois que je vais répondre à la question en passant par mon expérience personnelle, parce que je suis un produit ESTIC, j'enseigne à l'ESTIC, je vois les générations évoluer, j'ai été à une génération hybride en réalité, parce que je me retrouve à l'ESTIC au moment où on a gelé les intégrations directes à la fonction publique, et donc forcément, il faut réfléchir à comment est-ce qu'il faut trouver le travail après. Donc, je fais partie donc de cette génération hybride qui se retrouve entre une génération ancienne qui était automatiquement employée, et maintenant, on se retrouve à une génération où, au milieu, nous qui étions au milieu, il fallait savoir, ok, il y a encore des filons pour entrer, par exemple, dans les créneaux publics. Il n'y a pas du tout de filons proprement dit dans le secteur privé. Et maintenant, la génération qui est actuellement, c'est une génération qui s'auto-emploie. C'est une génération qui essaye de trouver ses marques dans les divers secteurs et particulièrement dans le secteur web. Donc, quand je parle de mon expérience personnelle, c'est quoi? J'imagine bien, je suis venue bien après Jean-Paul. Et donc, moi, je suis à l'ESTIC entre 2003 et 2006. Mais les vraies difficultés sont les problèmes de qualification technique qu'on rencontre. Pourquoi? Parce que jeune étudiante de mon état, je sors fraîchement, je viens d'avoir mon bac avec mention, je dis moi je veux faire journalisme. Tout ce que vous me racontez, c'est vos histoires, je veux faire journalisme. Je réussis plusieurs concours par défi avec d'autres personnes, parmi lesquelles mes propres parents, qui, vous imaginez bien, à une certaine époque, tout ce qui importait, c'était avoir les matricules dans la fonction publique. Et moi, je laisse les matricules et je dis, je fais ESTIC. Je fais l'école où il n'y a pas matricule et pourtant, j'ai réussi là où il y a des formations qui me permettaient de travailler immédiatement. Donc, j'entre à l'ESTIC, mais parce que je suis attirée dès mon plus jeune âge par tout ce qui est technologie. Ce n'était pas évident à l'époque. J'ai connu ce qu'on appelle le chat. Je ne sais pas si un d'entre vous connaît ce qu'on appelle le chat en informatique. Pas du tout. J'étais en 4e, on avait un chat à la maison. Un chat, c'était une forme de souris. Il était tout gros comme ça et il correspondait avec la souris. À l'époque, mon père, qui était très intéressé par la technique, nous équipait en matériel, on passait le temps à essayer de tester et tout ça au-delà des jeux vidéo. Et je suis une fille parmi des garçons, j'ai grandi parmi des garçons, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Je suis l'unique fille d'une famille, je suis encadrée par 2 garçons et le reste de la famille, il y a eu plus d'hommes que de femmes dans notre maison. Donc forcément, je les vois toucher à tout et je touche aussi. Et je commence à gagner de l'argent avec. Donc quand j'arrive à l'ESTIC, je gagne de l'argent comment? En faisant du secrétariat bureautique pour les étudiants de l'ENSET, pour qui je tapais les mémoires. Et je gagnais mon argent avec, mon argent de poche. On ne me donnait pas d'argent de poche. Donc quand j'arrive à l'ESTIC, je dis, ok, moi je veux me spécialiser en journalisme, technologie. À l'époque, on ne savait pas trop comment ça s'appelait. J'arrive... Voilà, on fait les cours d'initiation à l'informatique. Initiation à l'informatique. Vous voyez le prof qui est devant vous qui vous l'explique. Vous demandez si lui-même comprend ce qu'il est en train de vous dire. À des moments, vous vous souvenez que quand vous cherchiez à l'époque entre 4e et terminale sur Internet, vous avez appris plus de choses que ce qu'il est en train de vous expliquer. Vos camarades ne comprennent que dalle. Ils se demandent, mais la fille, si elle parle avec vos profs, c'est une conversation ou c'est quoi?
on ne comprend pas. On vous amène à créer les adresses mail, les autres n'avaient pas d'adresse mail. Vous allez expliquer à vos camarades. Vous devenez le prof en classe pour leur expliquer, ok, si tu veux créer l'adresse mail, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Alors, on allait au cyber, j'apprenais aux autres. Vous voyez un peu, il y avait un problème de qualification. Maintenant, vous passez la première année, vous allez en deuxième année. On commence à vous... C'est vrai qu'en première année, on vous apprend déjà on appelait ça quoi? La typographie. Le secrétariat de rédaction par typographie. Comme à l'époque, on calculait le nombre de signes. Pour essayer de calibrer une page exactement, pour vous dire exactement le nombre de signes qu'a pris cette page, l'espace de la photo, c'était un calcul particulier. On arrive donc en deuxième année, on commence à vous apprendre ce qu'on appelle la PAO. On dit, ok, publication assistée par ordinateur. Jusque-là, je ne me décourage pas. J'essaie de pousser la curiosité, mais vous vous rendez compte que le prof qui vous enseigne cela va chercher un informaticien quelque part à qui il a demandé d'essayer d'apprendre un peu plus sur le logiciel de montage. Lui-même, il vient, il se plante devant vous. Bon, ça fait encore un autre problème. Vous arrivez en troisième année, vous êtes appelé à monter complètement le journal entre les principes de typographie, les principes de PAO. Là maintenant, vous avez quand même la salle informatique qui est ouverte pour vous, mais vous n'avez en troisième année. Et vous vous retrouvez avec une salle informatique où il y a une vingtaine de machines, mais il n'y a que 6 pas qui fonctionnent, mais qui permettent de prendre le logiciel de montage proprement dit, donc qui accepte cette version du logiciel. Et il faut maintenant y aller. À un moment donné, le prof vous dit, vous ne comprenez même rien, on vous a dit de mettre la tétière. On vous a dit de mettre la tétière. Mettons la tétière. On est en train de mettre la tétière. Pendant que vous mettez la tétière, le prof vous regarde. Il dit que, mais non, vous avez touché la mauvaise palette. Ok, monsieur, venez montrer. Et quand il vient vous montrer la tétière, il renverse tout sur votre page. Donc, vous vous rendez compte en réalité qu'il n'y connaît rien, il vous donne de la théorie. Et donc, j'ai essayé de me mouvoir là dans le secrétariat de rédaction en presse écrite, mais également en audio numérique, où j'étais plutôt plus épanouie au travers des stages que j'ai eu à faire en audiovisuel, en radio et en télé, où j'ai appris sur le tas justement avec des gens qui étaient formés dans d'autres institutions et qui travaillaient à la CRTV, parce que je commençais par la CRTV. Et j'ai donc appris le secrétariat de rédaction audio numérique, essayer de le codifier davantage avec toutes mes recherches sur Internet pour me retrouver donc à faire la maîtrise professionnelle et de soutenir tout un mémoire en secrétariat de rédaction audio numérique où je me retrouvais en train de discuter de comment est-ce que théoriser et rendre pratique un certain nombre de choses. Mais je suis bloquée parce qu'en réalité, quand je sors de là, il me manque quelque chose. Comment peut-on être journaliste multimédia dans ce pays et se retrouver avec des formateurs qui n'avaient pas le background qu'il fallait, qui n'avaient pas, à l'époque, on avait la chance d'avoir la salle informatique fournie, ce qui n'est pas le cas maintenant. Il n'y a pas de salle informatique fournie. Je précise bien, il y a une salle informatique. Mais quand je pense qu'en 2005, il y avait une salle informatique fournie avec des ressources, mais on avait un problème de ressources humaines. Et si maintenant on n'a pas de problème de ressources humaines, un problème de matériel, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut se battre d'abord, qualification technique, ressources humaines. Le problème de ressources humaines se pose parce qu'en tant qu'enseignante, je suis butée en majeure partie du temps à ces étudiants parce que je ne peux pas leur donner le cours technique. Il est arrivé, je crois, il y a plusieurs ici, il est arrivé à un moment donné où je sortais avec mon matériel de chez moi, je venais à l'ESTIC, oui, pour donner cours. Je sortais avec mon vidéoprojecteur, je venais avec ma machine, je viens, je me place et j'explique. Et l'époque n'est pas révolue jusqu'à aujourd'hui. Donc en réalité, on a la qualification proprement dite aujourd'hui, mais on a un problème infrastructurel. Donc, premier problème, la qualification technique du point de vue du background. Deuxième problème, maintenant, la qualification technique du point de vue infrastructurel. Et maintenant, au-delà de cela, on a un gros problème maintenant.
Le gros problème, c'est qu'au-delà du fait qu'on arrive à avoir des ressources humaines qualifiées parce que les jeunes aujourd'hui arrivent à s'auto-employer, à s'auto-éduquer, à faire ce qu'on appelle dans le secteur anglo-saxon « learning by doing », mais on a un problème, c'est qu'on se retrouve avec tout le monde qui vous dit dans le secteur des médias qu'il est spécialiste de ci, qu'il est spécialiste de cela. Donc on a donc un problème maintenant de classification de toutes ce type d'experts, parce que tout le monde est devenu expert de tout et de rien. Et on a un problème avec cela parce que ça fait en sorte que ça engendre un quatrième problème au niveau de la ressource humaine, c'est celui de l'honnêteté intellectuelle. Nous sommes en plein actuellement dans notre contexte actuel. D'accord, merci beaucoup Dorothée. Alors Jean-Paul, face à ce témoignage et ce retour d'expérience en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que professeur, comment est-ce que les étudiants de l'ESTIC, les étudiants en journalisme de l'ESTIC, mais aussi au Cameroun, peuvent faire justement pour surmonter ces limites qui ne sont pas dues à eux finalement? C'est les structures qu'on propose pour qu'ils puissent se former ne leur met pas à disposition tout ce dont ils ont besoin, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire pour arriver à surmonter tout ça et quand même créer ou alors être employés dans des structures et avoir les capacités requises? Alors, en tant qu'enseignant qui fréquente les étudiants, je devrais dire qu'il faut qu'on évite certains raccourcis. Dire que ce n'est pas leur faute à eux, ce n'est pas tout à fait juste. Le problème que j'ai rencontré en terminale avec mes camarades de classe, il n'a pas changé. Ils sont là nombreux. Il y en a qui veulent être journalistes sans savoir ce que c'est que journaliste. Qui veulent passer à la télé, qui veulent s'entendre parler à la radio, qui veulent écrire dans Cameroun Tribune ou dans les autres journaux, sans se donner le boulot qui permet de travailler dans ces médias-là. Donc, vous avez ce problème d'orientation. Alors, quand ils vont à l'ESTIC pour être journalistes, je ne sais pas s'ils ont théorisé les difficultés, le chemin, les contraintes qui mènent au journalisme. L'ESTIC est une école de journalisme. On a voulu ces dernières années, depuis 1994, élargir. D'accord, on a mis la communication. Qu'est-ce que c'est que la communication? À l'intérieur, on retrouve les relations publiques, communication des organisations. Aujourd'hui, on retrouve la publicité, on retrouve l'édition. Voilà des métiers. Sauf que, sur le papier, la transformation s'est bien opérée, mais sur le plan pratique, la transformation ne s'est pas opérée. Il y a eu très peu de nouveaux enseignants. On a essayé de transformer certains enseignants en journalistes, en prof de communication. Dans certains cas, c'est passé, dans d'autres, c'est pas passé. Donc oui, il y a un problème de formation à la base. Il y a des enseignants qui ne devraient pas enseigner les métiers pour lesquels ils ont été recrutés. Ce n'est pas une question de l'ESTIC. Je suis enseignant à Pigier, j'interviens à Ismaël dans d'autres établissements, je sais ce que c'est. Mais les étudiants, ils ont une grande part de responsabilité dans cette affaire-là. Parce qu'à la base, on se permet de rêver qu'on ira à l'ESTIC et on sortira journaliste. Oui, journaliste par la fonction, par le diplôme, mais pas journaliste par la pratique. Cela demande qu'on apprenne le métier. Vous avez des étudiants qui arrivent en classe pendant que vous dictez le cours, soit ils dorment, soit ils sont sur leur smartphone. Ok. Mais ça ne fait pas de vous un expert que de lire des livres. Vous ne comprenez même pas grand-chose. Sinon, tout le monde restera chez lui et deviendrait médecin, par exemple, à force de lire des livres. Donc, il y a l'implication des étudiants qui est, à mon avis, insuffisante pour le métier qu'ils ont choisi. Une fois qu'ils ont été bien formés, mais on n'a pas fini d'apprendre. Là, je m'adresse aux journalistes formés, diplômés des écoles. Vous n'inventez pas l'information. Ça n'a pas changé le process. Collecte, ce qui demande qu'on se bouge le cul, pardonnez-moi l'expression, qu'on aille chercher l'information. Il y a le traitement de cette information. Ça demande qu'on recoupe les sources. Et enfin, il y a la publication de cette information. Ça n'a pas changé. Restez dans vos bureaux, dans vos chambres, inventez des choses et après vous vous ferez rattraper. Oui, il y a un problème de ressources humaines. Moi, je l'ai vécu dans carrière et aujourd'hui dans stratégie. Quand vous voulez un journaliste économique de qualité, vous avez le choix entre aller recruter ceux qui sont en train d'aller en retraite là, 65 ans, et malgré vous, faire confiance
à des jeunes qui n'ont rien prouvé, mais qui vous montrent la volonté de travailler. Et la volonté, c'est important. On peut n'avoir pas été bien formé, on peut ne pas être compétent, mais si on a la volonté de travailler, d'apprendre, alors on peut y arriver. Donc, n'attendez pas de l'ESTIC qu'elle forme des spécialistes en journalisme web. Comme elle a dit, qui va enseigner ça? Des gens qui n'ont même pas d'ordinateur perso. Comment vous êtes un prof? Oui, il n'a pas de connexion Internet. Il ne peut même pas se payer les ouvrages. Quand vous voyez des étudiants déjà en communication des organisations, vous achetez le stratégore, le communicateur, le publiciteur. Vous faites comment pour acheter ça? Ça coûte énormément d'argent. Donc je suppose qu'en web, en digital, tout ça c'est pareil. Donc ce problème de ressources humaines, la formation, à mon avis, vous procure, je vais dire, environ 30-40%. 80%, 60 ou 70%, c'est votre job, c'est votre boulot. Ce n'est pas impossible. Mais il faut travailler encore pour être capable de répondre aux défis. Et je termine en disant, si les gens ne formulent pas leurs rêves, quand vous décidez d'être journaliste, communicant, éditeur, vous devez vous donner les moyens intellectuels pour y arriver. Je n'ai pas connu de difficultés financières pour lancer In and Out, mais j'ai pris le risque d'aller à la banque parce que Guinness ne m'a pas préfinancé. Et Céline peut le dire, les entreprises ne préfinancent pas. J'ai pris 15 millions gagés sur mon salaire pour faire carrière législative aujourd'hui. D'accord. Alors Céline, toi aujourd'hui tu évolues dans le journalisme à travers ta plateforme, tu recrutes même des journalistes, mais pourtant tu n'as pas fait de journaliste, tu n'as pas du tout un parcours de journaliste. Alors comment tu réussis à sortir ton épingle du jeu malgré que finalement tu n'aies pas appris, du moins dans une école, les codes de ce métier? Alors justement, ça en revient à apprendre, c'est-à-dire aller apprendre soi-même quand on est passionné par quelque chose. Et c'est le problème souvent, c'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui a un diplôme et qui n'est pas passionné par ce qu'il fait. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a pas ce diplôme-là, mais qui est plus passionné et qui va finalement produire plus de résultats. Donc, en fait, tout simplement, j'aimais beaucoup écrire. Et on me disait que j'étais plutôt douée pour ça. Donc, ça commence d'abord effectivement par la passion. Et il me tenait à cœur, n'ayant pas la formation, d'être très très rigoureuse, justement quant aux standards, quant à l'éthique, quant à voilà, tout ce qui faisait le journalisme. D'autant plus, je me disais, ah non, je ne suis pas issue de ce diplôme, de ce secteur-là, mais je dois lui faire honneur. Donc, et mes collaborateurs vous le diraient, je suis une Hitler du détail, parce que, comme on disait, c'est-à-dire que voilà, la formation c'est 30 à 40%. Après c'est l'apprentissage et après c'est voilà, aller plus loin. Et je trouve que malheureusement, même ces fameux jeunes diplômés qui ont pourtant eu la formation manquent d'une rigueur, mais parfois désespérante. Exact. Parfois désespérante. Et ça aussi, c'est par manque de stages, par manque d'occasions, d'opportunités professionnelles pré-emploi. Ça, il faut aussi le dire, c'est pour ça que nous, on est toujours ouvert à prendre des stagiaires. Moi, je mise beaucoup sur les stagiaires ou sur... J'ai même travaillé avec des gens qui n'étaient pas du tout diplômés, effectivement, parce que comme moi, je sais que si la personne a la volonté, après, finalement, le journalisme, à un moment donné, c'est quoi? C'est... Pour ce que nous on demande, en tout cas, c'est déjà pouvoir au moins reporter une information juste pour peu qu'on puisse savoir écrire et qu'on ait cette rigueur-là. Au moins, déjà, c'est déjà un bon départ. Après, on peut apprendre des choses sur le tas. Et bon, ayant des journalistes dans mon entourage, j'ai pu effectivement aussi aller vers eux, demander des conseils, les observer dans leur métier. Donc, voilà, c'est d'abord partie d'une passion. La passion, je dirais aussi de partager. Je pense que, et vous me le confirmerez, un journaliste, c'est celui qui aime partager. D'abord, au-delà même du titre de journaliste, c'est celui qui aime partager les choses, partager la connaissance, partager l'information, et sans faire l'écho.
Donc voilà, c'est parti de la passion. Et maintenant, d'autres, on va dire, qualités et compétences en marketing, en management qui m'ont permis effectivement de créer mon entreprise, de la mener. Pour vous dire honnêtement, quand je regrette aujourd'hui le diplôme, c'est pas la priorité quand je regarde un CV, honnêtement. Moi, je leur fais faire un test d'article quand ils envoient leur CV. Je leur demande parfois même je leur fais faire écrire un truc en plein entretien d'embauche pour écrire moi un petit truc là rapidement. Parce que déjà écrire, ça peut être quelqu'un qui écrit. Exactement. Donc à vrai dire, et voilà, et en plus en recrutement, c'est la personne, moi qui m'intéresse. Le diplôme, je regarde rapidement, ok, une fois qu'on passe un peu, ok, tu as fait quoi, vous avez fait quoi, nana. Après, c'est quelles sont les ambitions de la personne, qu'est-ce qu'elle veut faire. Je m'intéresse à l'être, à ce que veut cette personne-là dans la vie, ses activités en dehors du travail, ses activités, donc voilà, extra-professionnelles. C'est un tout parce que on est aussi dans un secteur où malheureusement il n'y a pas encore de... Voilà, on essuie les premiers plâtres en fait. On ne peut pas dire qu'on trouve des journalistes déjà très connus ou très qualifiés en termes de divertissement spécifiquement, ce genre de choses. Donc on est obligé de faire un peu avec ce qu'on trouve et se dire bon, on va les former à ce format particulièrement. Mais donc voilà, c'est un peu ce qui m'a permis de voir la passion, la rigueur. Et ensuite maintenant effectivement d'autres compétences. D'accord. Donc avant de passer à la session questions-réponses, j'ai une dernière question pour Dorothée. Elle qui est dans le milieu des techs, de la technologie, quel est le travail qu'elle pense qu'il faut y avoir au niveau justement des femmes et peut-être des jeunes filles dans ce milieu qui longtemps a été un milieu d'hommes parce qu'on parlait d'informaticiens, etc. Maintenant c'est un milieu qui a beaucoup évolué et qui a des métiers divers et variés. Et il y a peut-être un travail de sensibilisation. Et comment est-ce que ça se matérialise dans ton quotidien? Ok, dans mon quotidien, forcément, en posant cette question, j'ai l'impression que c'est en fait mon profil qu'on me remet en face. En réalité, quand j'apprends, comme je dis, le learning by doing, apprendre, essayer de me professionnaliser parce que vous comprendrez bien que la plupart des choses que j'enseigne aujourd'hui, la plupart des choses que j'ai expérimentées dans le secteur du travail, que ce soit journalistique proprement dit ou bien de la communication des organisations ou de la gestion des projets et tout ça, je ne les ai pas appris à l'école, forcément. Et particulièrement dans la professionnalisation web, je n'ai pas appris ça à l'école. Quand je viens à devenir ingénieur en éducation aux nouveaux médias, en réalité, la plupart de ces choses, je les connaissais déjà en apprenant. Donc, je vais chercher le diplôme pour venir coller. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, on a une responsabilité quand on est professionnel de la chose. Quand on devient professionnel de la chose, on doit apprendre à... Céline l'a dit, le mot c'est partager. On doit apprendre à partager, mais on doit apprendre à susciter des passions chez les autres. Je n'ai peut-être pas autant de temps à consacrer à chacun, je vais dire quoi, de mes étudiants. Quand je prends chaque année, je peux me retrouver avec 300 étudiants, toutes filières confondues, 300 à 400 chaque année. Je passe maximum, je peux dire, en principe, dans chacune des promotions, environ 20 heures. Mais quand on va aller de manière précise, je vais dire quoi, en conversation intime avec chacun, ça ne va pas dépasser 2 minutes. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas avoir beaucoup de temps pour pouvoir consacrer à chacun. Mais je m'arrange à chaque fois à pouvoir capter l'attention au travers d'un propos. Parce que vous avez, en 10 secondes, vous pouvez capter l'attention de quelqu'un. En 10 secondes, vous pouvez susciter des passions chez les gens. Et donc, quand je me prépare pour pouvoir me placer devant un étudiant, ça, je parle par exemple par rapport à l'ESTIC, je m'arrange à ce que cette personne parte avec quelque chose de particulier pour sa vie, de particulier pour sa carrière professionnelle et que ça puisse ouvrir un horizon pour lui. Maintenant, dans le quotidien, dans la sphère technologie proprement dite, où je m'exerce davantage, c'est que au départ, ma manière à moi de partager ce que je connaissais, c'était de pouvoir faire des programmes radio au départ où j'expliquais aux gens
un certain nombre de techniques, un certain nombre d'outils, apprendre aux uns et aux autres comment utiliser un tel outil, que ce soit un communicant, que ce soit un journaliste. Pourquoi? Parce que je me suis dit, en partageant ce que j'apprenais, je contribuais à ce que les uns et les autres puissent se professionnaliser et aller fouiller davantage. Donc, je me bloque à un niveau parce que je me dis, c'est pas tout le monde qui écoute le poste national forcément. C'est vrai que c'est la radio la plus écoutée au Cameroun, mais c'est pas tout le monde qui écoute. Et donc, forcément, il faut toucher les jeunes là où ils sont. Et les jeunes, ils sont sur le secteur web. À ce moment-là, je lance d'abord des blogs gratuits avant de lancer un blog professionnel que j'ai animé pendant un certain nombre de temps. Je ne dis pas que je ne l'anime plus, mais c'est très difficile pour moi de m'asseoir et pouvoir faire un article. Quand je publie un article désormais, c'est un article de storytelling qui est assez long et assez fouillé, de data storytelling. Donc en réalité, je fais des rubriques didactiques et que je mets en ligne pour aider les uns et les autres. Et quand j'ai vu à ce moment que jusque-là on est limité, je me suis dit, il est important de faire ce qu'on appelle un partage à un plus grand public. C'est à ce moment où je me lance d'abord dans l'initiative Barcamp Cameroun entre 2009 et jusqu'à présent. Donc, entre 2009 et 2014, où j'ai été très active dans la communauté Barcamp, étant dans le leadership de Barcamp, nous nous sommes lancés dans ce qu'on appelle susciter les passions chez les jeunes. Chaque année, on organisait un Barcamp qui réunissait les 10 régions avec au moins 500 places ouvertes, avec des formations à différents points. Ça veut dire que vous pouvez avoir en simultané une dizaine de formations qui se passent dans différents types d'ateliers et différents types de métiers. Par la suite, avec mon blog, je faisais des formations proprement dites pour les journalistes et multimédia et tout cela, des formations poussées. Avec le temps, je me suis dit, ok, il est important que je puisse professionnaliser davantage et pouvoir faire des formations plus ouvertes. Donc, lorsque je suis lauréate Tech Women, le programme du département d'État américain, et que je vais travailler à Mozilla, quand je termine à Mozilla, je reviens au Cameroun et je lance l'initiative Mozilla Cameroun, en même temps que le programme Technovation avec mes coéquipières de Tech Women 2014 à ce moment-là. Quand nous ramenons ce programme, nous nous sommes dit, il est important de ramener les femmes vers ces métiers-là. Parce que vous allez remarquer que les métiers de la communication, désormais, se féminisent. À l'époque, on comptait le nombre de femmes. Et jusqu'à présent, en termes de spécialité, on se compte sur les bouts de doigts. Je compte le nombre de fois où, par exemple, Céline et moi, on s'est rencontrés à des panels en tant qu'experts. Donc, c'est pour dire que c'est difficile de retrouver des femmes. Et on ne va pas rester les bras croisés et dire, OK, pourquoi? Parce que généralement, la femme, par essence, elle a peur de tout ce qui est un peu trop technique et tout cela. Et on s'est dit, il faut amener ça de manière très simple. Donc, avec Technovation Cameroun, par exemple, on forme des filles entre 10 et 18 ans à la conception d'applications mobiles. Et elles conçoivent des applications mobiles qui leur permettent également de savoir ce que c'est que monter un plan d'affaires, d'en faire un business plan proprement dit, comment faire des vidéos promotionnelles. Vous vous rendez compte qu'on suscite combien de passions dans combien de secteurs d'activité. En réalité, elles apprennent ce que c'est que la communication, elles apprennent comment faire le social media management par elles-mêmes, entre 10 et 18 ans, des élèves de lycée. Elles apprennent comment écrire du code, dont elles deviennent des développeurs. On voit encore d'un autre côté comment on peut créer des jeunes entrepreneurs en leur apprenant ce que c'est que les business plans. C'est la même chose au niveau de Mozilla. On a des programmes, un programme qui s'appelle Kidzilla, qui est pour des enfants, les enfants de moins de 10 ans. Donc de 2 à 10 ans, on leur apprend comment utiliser à bon escient les technologies du numérique aujourd'hui. Et on a également un programme qu'on appelle les Mozilla Club, qui sont maintenant pour tout type de personnes. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des Mozilla Club qui sont essentiellement destinés pour les élèves du secondaire ou essentiellement destinés à des femmes. Vous allez trouver ou alors des programmes qui sont, par exemple, en Afrique du Sud, on a lancé un programme de Mozilla Club destiné aux femmes âgées, aux femmes du 3e âge, qui n'ont jamais été à l'école.
Et aujourd'hui, elles travaillent sur ordinateur. Et nous sommes en train de vouloir, on a fait une première phase test avec l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. Et actuellement, au niveau du programme Women in Mozilla, on est en train d'ouvrir les Mozilla Club, par exemple, pour notre pays, pour ces femmes-là. Pourquoi? Parce que, regardez aujourd'hui, vous êtes des jeunes comme moi. Nous avons nos parents dans nos villages, nos grands-parents et tout ça. Quand nous allons à l'étranger ou pas, actuellement, comptez le nombre de smartphones qu'on a dans notre pays. Toutes les mamans au village, là, ont des smartphones. WhatsApp. Toutes les mamans, là, ont des smartphones. Vous croyez qu'elles vont comprendre le WhatsApp, là, comment, au-delà de ce qu'elles peuvent appeler leur petit-fils? Elles peuvent apprendre plus que ça et pouvoir commercialiser leur culture, par exemple. Donc, voilà un peu, essayer de susciter ces passions-là et ramener les femmes vers, OK, actuellement, tout se fait au travers de la technologie numérique. Tout se fait au travers de la technologie numérique, dans quel que soit le secteur où on se trouve. Et il est donc question pour ces femmes-là de pouvoir s'approprier les technologies et pouvoir le faire. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la plateforme d'éducation aux médias sur laquelle je travaille, je crois Céline sait que je travaille sur ce projet-là depuis un certain nombre de temps, depuis 3 ans déjà, qui est en train de voir le jour, permet à ce que, quel que soit le niveau de formation de chacun, on peut trouver des curricula de formation avec des tutoriels guidés pour devenir des spécialistes dans chacun des secteurs, pas forcément seulement pour les femmes. D'accord. Merci beaucoup Dorothée et vraiment bravo pour toutes ces belles initiatives. Vous pouvez applaudir.